Alors bonjour à toutes et à tous et continuons cette séance de révision en neurologie par le cours des hydrocéphalies. Alors hydrocéphalie, qu'est-ce qui nous dit ce mot? Hydrocéphalie, liquide, où ça? Dans la tête. Et quel liquide? C'est le liquide céphalo-rachidien qui sera en trop dans la tête. Alors on verra par la définition que les hydrocéphalies, c'est un trouble de l'hydrodynamique. Hydro, c'est le volume. Et la dynamique, c'est le mouvement qui vient par la pression. Du coup, de là, on peut retenir ce trouble hydrodynamique du LCR est une augmentation du volume et de la pression du LCR, d'accord? Qui sera à l'origine de l'augmentation du volume de ce liquide dans le crâne, plus particulièrement dans les ventricules, les cavités et les espaces sous-arachnoïdiens. On verra son trajet par la suite. Alors, on devra exclure les augmentations du volume dues à une atrophie ou à une destruction du parenchyme. Là, ce n'est plus une hydrocéphalie, c'est quelque chose d'autre. L'hydrocéphalie va entraîner une hyperpression du LCR et donc une hypertension intracrânienne. Comme rappel physiologique, on verra que le liquide céphalorachidien va être produit par les plexus choroïdes. Alors le plexus choroïde, ils sont contenus dans les ventricules du cerveau, les ventricules latéraux, les deux ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Le liquide va ensuite être résorbé au niveau des sinus de drainage veineux à travers les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. Donc si on va revoir à peu près le trajet du liquide céphalorachidien, alors il va par exemple commencer dans les deux ventricules latéraux, il passera ensuite par le foramen interventriculaire ou le foramen de Monro dans le troisième ventricule. Ensuite, du troisième ventricule, il passera par l'aqueduc de Sylvius vers le quatrième ventricule. Et de là, il passera dans l'espace sous-arachnoïdien par le foramen de Luschka et de Magendie, où il sera résorbé par les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. Donc, ventricule latéral, foramen de Monro, V3, aqueduc de Sylvius, V4, foramen de Luschka, espace sous-dural. Ensuite, résorption par les granulations sous-arachnoïdiennes de Pacchioni. Alors comment va résulter cette hydrocéphalie? Comment on aura cette augmentation de volume et de pression du LCR? Alors elle peut être due à trois mécanismes principaux. Soit ça sera une hyperproduction, il y aura beaucoup trop de liquide produit par le plexus choroïde, soit une résistance à sa circulation. Là, on parlera d'hydrocéphalie obstructive, il y aura une obstruction quelque part, du coup il y aura trop de liquide en aval, soit une résistance à sa résorption, là il ne va pas être résorbé, du coup il va être en trop. Alors quelques valeurs physiologiques du LCR. Alors sachez qu'on a environ 150 ml de volume total de LCR. On produit 450 à 750 ml par jour et la pression normale, elle est de 10 mm de mercure en décubitus dorsal. Et une pression supérieure à 18 est considérée comme anormale. Alors on va passer à la partie la plus importante de ce cours, qui est les étiologies des hydrocéphalies. Alors il faut savoir déjà que l'étiologie des hydrocéphalies va être différente selon l'âge et selon le mode d'installation de cette hydrocéphalie. On a dit qu'il y avait trois principaux mécanismes, soit c'était un blocage, soit c'était un trouble de résorption, soit c'était une hypersécrétion. Alors pour le blocage ou l'obstruction, on a dit qu'il y avait un blocage dans les voies d'écoulement du LCR et en aval, on aura une hydrocéphalie. Là, on parle aussi d'hydrocéphalie obstructive, bloquée ou non communicante, d'accord? Obstructive, bloquée, non communicante, c'est la même chose. Alors là, ça peut être des tumeurs cérébrales gênant le passage du LCR. Elles peuvent être intraventriculaires, comme un kyste colloïde du V3. Elles peuvent être supracéllaires, par exemple un craniopharyngium, un adénome hypophysaire, un kyste hypodermoïde. Et là, les deux malformations principales que vous devez retenir, c'est les malformations de Dandy-Walker et des malformations de Chiari. La malformation de Dandy-Walker, c'est une agénésie partielle du vermis, qui est la petite partie médiane du cervelet. Et là, vu que le cervelet il est juste là, on aura une... Sinon la malformation de Chiari, qu'on verra dans un autre cours, là on aura une descente des amygdales du cervelet qui vont venir bloquer en dessous du V4 et causer notre hydrocéphalie toujours
tétraventriculaire, c'est-à-dire qu'elle va toucher les 4 ventricules. Sinon, ça peut être aussi une sténose non tumorale de l'aqueduc de Sylvius, elle peut être congénitale, infectieuse, hémorragique ou une dysplasie. Là, l'aqueduc de Sylvius, il va être là et il sera bloqué ou sténosé. Deuxième étiologie, c'est les troubles de résorption du LCR. Là, on parle d'hydrocéphalie non obstructive, mais communicante. D'accord? Les 4 ventricules communiquent entre eux, mais un problème de résorption. D'accord? Et qui va résorber? C'est les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. Alors là, si ces granulations sont par exemple enflammées pour toute autre cause, ben ils vont se boucher, ils vont mal faire leur travail, et là, il y aura une hydrocéphalie. Par exemple, dans les cas post-hémorragiques, où il y a un saignement, un caillou intraventriculaire qui va bloquer la résorption. Comme par exemple le cas des hémorragies méningées ou des méningites bactériennes. Là, c'est pareil, il y aura une inflammation de ces granulations de Pacchioni, et ben ils vont pas faire leur travail et il y aura une hydrocéphalie. Sinon, ça peut aussi être des hydrocéphalies congénitales, comme par exemple une agénésie de ces granulations. Sinon, ça peut être des modifications physiologiques du LCR, comme la maladie de Paget, la sarcoïdose ou la maladie de Guillain-Barré. Ou sinon, il peut aussi être idiopathique sans cause connue. Troisième étiologie, c'est l'hypersécrétion. Alors là, c'est le cas des tumeurs hypersécrétantes du LCR, comme par exemple le papillome ou le carcinome du plexus choroïde, qui vont sécréter beaucoup plus de liquide et il sera en trop et on aura notre hydrocéphalie. Alors en pédiatrie, pourquoi en pédiatrie? Parce que les hydrocéphalies, ils vont toucher beaucoup plus les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus sujets aux malformations et une hydrocéphalie chez un enfant avec des sutures qui ne seront pas encore totalement fermées va causer une macrocranie, d'accord? Un gros crâne. Alors les causes anténatales des sténoses malformatives de l'aqueduc de Sylvius, ça peut être une agénésie du trou de Monro ou une agénésie des sites de résorption, c'est pareil, soit il sera bloqué, il ne pourra pas passer, soit il ne pourra pas être résorbé. Elle peut être infectieuse comme la toxoplasmose ou le cytomégalovirus. Elle peut être aussi génétique ou familiale comme le syndrome de Bickers-Adam, qui est une forme familiale héréditaire d'hydrocéphalie causée par la sténose de l'aqueduc de Sylvius. En postnatal, on peut avoir des tumeurs de la fosse postérieure, comme par exemple des astrocytomes, une tumeur du tronc, un anévrisme de la veine de Galien, on l'appelle aussi l'anévrisme de l'ampoule de Galien, une méningite néonatale, des hémorragies pour les prématurés ou les enfants secoués, un obstacle anatomique au retour veineux, une craniosténose et les malformations, comme par exemple la spina bifida ou le myéloméningocèle. Alors il faudra faire gaffe à distinguer ce qui n'est pas une hydrocéphalie, c'est-à-dire qui va rentrer dans les diagnostics différentiels d'hydrocéphalie. Alors là, on peut avoir une macrocéphalie physiologique familiale. En gros, c'est une famille qui ont des grosses têtes. Un kyste arachnoïdien qui va donner cette augmentation du volume de la tête. Ou sinon, un épanchement péricérébraux. C'est une collection de liquide qui va siéger dans les espaces sous-duraux. Alors pour le diagnostic clinique, on peut avoir deux cas. Soit c'est une hydrocéphalie progressive, soit c'est une hydrocéphalie d'installation rapide. Alors l'hydrocéphalie progressive, là, on aura une augmentation progressive du volume des ventricules qui vont comprimer le cerveau et donc on aura la symptomatologie suivante. Céphalée, nausées, vomissements beaucoup plus au changement de position, un changement psychique, des crises épileptiques, endocrinienne, un syndrome pyramidal bilatéral, une perte progressive de la vue, des troubles de l'équilibre, des troubles de la concentration et de la mémoire. Donc l'augmentation du volume des ventricules, l'hydrocéphalie d'installation rapide, là on aura encore des nausées, des vomissements mais plus fréquents, des vertiges, un flou visuel, une diplopie, un œdème papillaire qui signe qu'il y a une hypertension intracrânienne, un état de somnolence inhabituel, plus une convulsion, une incohérence et même un strabisme. On remarquera même le tonus de la région cervicale avec une inclinaison latérale, c'est-à-dire que le patient aura la tête et le cou qui penchent d'un côté. Un coma rapide avec un Glasgow inférieur à 8 et des signes d'engagement, une hypertonie axiale, une opistotonose, c'est la même position, une atteinte des nerfs mixtes et même des troubles végétatifs, une respiration rapide, un rythme cardiaque rapide,
et des troubles de la thermorégulation. Alors pour l'enfant ou le nourrissant, on aura une macrocranie avant 2 ans supérieure à 2 percentiles. Là est l'intérêt du mesure du périmètre crânien, une inflexion de la courbe du périmètre crânien, une fontanelle tendue, ou le bombement de la fontanelle, c'est la même chose, une peau fine, luisante, hyperveineuse, un regard en coucher de soleil, un retard mental, des épilepsies, un strabisme, une déshydratation, et il faudra bien sûr rechercher les malformations associées. Donc retenez bien que devant une fontanelle tendue, des disjonctions de suture, un regard en coucher de soleil et un retard mental, surtout ces quatre-là, d'accord, fontanelle tendue, disjonction des sutures et regard en coucher de soleil, et un retard mental, ou une baisse de la vigilance, ou une régression des acquisitions, là il faudra suspecter une hydrocéphalie chez l'enfant. Alors le diagnostic il est fait par la TDM qui est l'examen à faire en urgence qui va montrer une dilatation ventriculaire ou une résorption transépendymère, c'est-à-dire que tellement il y a de liquide, la résorption ne va plus se faire par les granulations de Pacchioni. L'IRM est plus détaillé et recherchera d'autres étiologies si rien n'est visible au scanner et permettra de comprendre le mécanisme et donc adapter le choix chirurgical. Le traitement, il est beaucoup plus chirurgical. Le traitement, ça peut être une ventriculostomie. C'est le traitement de choix des hydrocéphalies non communicantes, ventriculostomie, c'est-à-dire qu'on va faire un trou dans un des ventricules pour pouvoir communiquer avec le reste des ventricules. Ou sinon, ça peut être une déviation interne ventriculo-péritonéale avec pose d'une valve, déviation interne ventriculo-péritonéale, c'est-à-dire entre les ventricules et le péritoine, et c'est là que le liquide va être résorbé. Alors les complications de ce traitement chirurgical, il y en a beaucoup, ça peut être des infections, ça peut être une obstruction mécanique de notre matériel, ça peut être des épilepsies, un kyste péritonéal, ça peut être un épanchement sous-cutané, une dénudation, une fuite du LCR. Ensuite, on a aussi la ventriculocysternostomie. Alors là, on rentre par endoscope, puis on fait une stomie qui va faire communiquer un des ventricules bloqués au reste des ventricules. Sinon, on peut faire une déviation ventriculaire externe, c'est-à-dire qu'on va faire communiquer un ventricule bouché avec l'extérieur, et c'est le cas ici. Comme conclusion, on pourra dire que l'hydrocéphalie est une urgence diagnostique et thérapeutique, avec des étiologies variées et une prise en charge en fonction de la sévérité du tableau clinique. Le retard psychomoteur est considérable en cas de souffrance cérébrale prolongée. Et voilà, c'était le cours des hydrocéphalies, et je vous remercie.